Bienvenue dans le podcast Dessine-moi un divan. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, dans lequel je vous invite à des aventures et explorations en terre analytique. On poursuit dans la thématique des abus sexuels. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir que les victimes parlent toujours et tout de suite, contrairement à des idées fausses largement répandues sur la question. Et que là encore, contrairement aux récits proposés sur le sujet, les agresseurs et les agresseuses s'annoncent dans la quasi-majorité des abus sexuels. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes ? L'aventure nous attend. C'est parti. Il est malheureusement très courant d'entendre que les victimes d'abus sexuels mettent des années, voire des décennies à parler. C'est faux, archi faux. Et d'autant plus grave que, en plus de nier toutes les manières dont elles ont exprimé leur traumatisme, cela renforce leur sentiment de culpabilité et de honte. Les personnes ayant subi un abus sexuel, quel que soit leur âge, en parlent dans les minutes, les heures et les jours qui suivent. La question n'est pas de savoir combien de temps elles mettent à en parler, mais pourquoi elles ne sont pas entendues et vues, et quelle fonction cette surdité et cet aveuglement ont. Les personnes qui ont subi un abus sexuel l'expriment de 3 manières. Soit elles le disent avec des mots, M-O-T-S, soit avec des mots, M-A-U-X, c'est-à-dire des douleurs ou plus rarement des traces physiques, soit avec des changements de comportement et d'attitude. Et les 3 ne s'excluent pas, ce qui signifie qu'elles l'expriment très souvent en parole, avec leur corps et leurs attitudes ou leurs comportements. Elles en parlent à des copains, des copines, à des membres de la famille, à des personnes de confiance. Elles disent clairement ce qui s'est passé. On pourrait croire que dans ces cas-là, elles seront entendues, étant donné que le message est plutôt clair et semble moins crypté qu'une douleur ou un changement d'attitude soudain. Et pourtant non, cela ne va pas de soi, et fait partie de ce que je nomme la double peine dont je parlerai dans l'épisode suivant. Elles en parlent avec des mots, M-A-U-X, c'est-à-dire des douleurs ou des traces. Elles ont mal au ventre, à la tête, à la gorge, ont l'impression d'étouffer ou d'avoir des douleurs dans le dos, etc. Et pourtant les examens médicaux, quand ils sont faits, peuvent ne rien montrer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas douleur, qu'il n'y a pas souffrance. Peut-être que ça parle d'autre chose. Enfin, elles en parlent avec des changements d'attitude. Ça va de l'automutilation, se frapper, se scarifier, aux tentatives de suicide, en passant par la dépression, l'agressivité, la prise de drogue, une alimentation compulsive ou le refus de s'alimenter, une fatigue permanente, un bégaiement, une phobie, des problèmes de sommeil, etc. Quelles que soient les manifestations, qui peuvent être très diverses, très variées et multiples, elles sont soudaines et s'installent dans la durée. Les personnes victimes d'abus sexuels expriment ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles continuent de vivre quand il s'agit d'abus répétés et qui durent dans le temps, de plein de manières. Or, bien souvent, elles ne sont pas entendues. De plus, ces manifestations traumatiques ne sont pas présentes uniquement à très court terme, elles le sont à long terme et même d'une certaine manière à vie quand il y a des réminiscences. Une personne qui a subi des abus sexuels, notamment des abus répétés pendant des semaines, des mois, voire des années, et parfois plusieurs fois dans sa vie, aura toujours à traverser les conséquences de ces traumatismes incommensurables. En effet, il faut se figurer que c'est une telle effraction psychique que les réminiscences sont inévitables. Elles sont plus ou moins difficiles ou douloureuses selon les situations, mais jamais ça n'aura pas de conséquences. Ce qui compte, ce n'est pas de ne plus jamais du tout souffrir de ces abus, car c'est quand même impossible, même si ne plus en souffrir en permanence, oui, en revanche, ça l'est. Ce qui compte, c'est de trouver comment traverser ces tempêtes psychiques qui peuvent ressembler à des averses passagères ou à des cyclones, suivant les moments, et qui, pour des raisons très diverses, ne manqueront pas de surgir. On en parlera plus longuement dans quelques temps. Parce que ce sont des effractions psychiques similaires à des bombes atomiques, les abus sexuels engendrent ce qu'on appelle la mémoire traumatique et ses effets. Grosso modo, pour survivre à un tel choc, à un tel impensable, à une telle irruption de l'impossible, on fait disjoncter une partie de notre corps et de notre psychisme. Une partie de nous est là, l'autre non. C'est une forme d'anesthésie. Le corps et le psychisme subissent, mais se coupent de la douleur, en partie, qui est provoquée par l'agression sexuelle. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur les mécanismes biologiques et psychiques de la mémoire traumatique et les conséquences à court et long terme, je vous recommande de lire le très complet et très détaillé site mémoiretraumatique.org. Je disais en introduction que les victimes parlent toujours et tout de suite, mais aussi que les agresseurs et les agresseuses s'annoncent. Et pourtant, là encore, les récits autour des agresseurs se fondent sur l'idée qu'on n'a pas vu venir, que personne ne soupçonnait que tel adulte et encore moins tel ado ou tel enfant pouvait agresser sexuellement quelqu'un. Et pourtant, quand on regarde de près, il y avait des signaux d'alerte, que la plupart n'ont pas voulu ou pu voir, pour des raisons variées.
En effet, il est impossible de définir a priori ce qui fait que telle ou telle personne n'a pas voulu ou n'a pas pu voir. Ça dépend de multiples facteurs individuels. Ça peut par exemple venir aussi du fait que la personne a elle-même été victime d'abus sexuels, ou d'abus psychologiques, affectifs, etc. et n'a jamais été entendue, et vit cela comme si ça ne lui était pas arrivé, et que les abus n'existaient que chez les autres. Je tiens à préciser tout de suite qu'une enfant de 8 ans qui en agresse une autre n'a pas du tout la mesure de ce que ça représente pour elle ou pour l'autre. Elle n'agresse pas comme agresse un adulte de 25 ou 50 ans qui sait que c'est interdit, que c'est dévastateur, même si un adulte qui agresse est lui-même en partie dissocié au moment de l'agression. En fonction de l'âge, la personne qui agresse ne se rend pas compte nécessairement sur l'instant que ce qu'elle commet est ravageur et destructeur. De même, un préado, à cet âge où on n'est plus un enfant et pas encore un ado, vers 10, 11, 12 ans, n'a pas la même conscience qu'un ado de 16 ou 17 ans. Les enfants qui commettent des attouchements ou des viols le présentent sous forme de jeu généralement, et n'ont pas conscience qu'ils sont en train de commettre quelque chose qui est extrêmement grave pour l'autre, et pour eux aussi, justement notamment car ils ne se représentent pas du tout les conséquences pour l'autre ou pour eux. Dans les cas des enfants qui commettent des agressions, ils sont eux-mêmes et elles-mêmes en train de subir ou ont subi des violences sexuelles dans leur environnement proche, famille, école, lieu d'activité sportive ou artistique. Bien entendu, tous les enfants qui ont subi ou qui subissent des violences sexuelles ne commettent pas d'agression sexuelle automatiquement, ni tous les ados, ni tous les adultes, fort heureusement. Cependant, un ou une ado qui ne va pas bien pour X raisons, et qui a un comportement d'agressivité envers les autres, ou qui fait beaucoup de conneries en sachant que ce sont des conneries, et qui pour tout cela est beaucoup rabroué, rejeté, alors même qu'il ou elle est en train d'exprimer à travers ses manifestations que quelque chose ne va pas, peut-être a subi ou subit des agressions sexuelles, et va peut-être en venir à agresser sexuellement d'autres enfants ou ados de son entourage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un enfant ou un ado qui va globalement bien ne va pas s'en prendre aux autres aussi violemment. Les violences, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles, sont extrêmement traumatisantes, et elles engendreront de l'agressivité, qui sera tournée contre l'enfant lui-même ou contre d'autres, parfois de manière similaire aux violences subies. La colère ou la tristesse qu'on ressent peut se retourner contre soi ou contre les autres, et ça peut prendre des formes très diverses. Je souligne cela car, quel que soit l'âge, les personnes qui agressent sexuellement d'autres personnes n'en viennent pas à commettre de telles choses quand tout va bien, quand elles se sentent en sécurité, soutenues, aimées, et qu'elles n'ont pas vécu de traumatisme majeur. Certaines personnes, abusées et traumatisées, quels que soient les types de traumatismes, retournent leur douleur contre elles-mêmes. D'autres la retournent contre les autres. Les deux ne s'excluent pas d'ailleurs. Je ne dis pas cela pour trouver des excuses à qui que ce soit. Les éléments d'explication ne sont pas des excuses. Je dis cela pour sortir de l'idée qu'il y a les fous, les folles et les autres. Car cette idée-là me paraît très dangereuse. Aucun bébé n'est un futur violeur ou une future violeuse, intrinsèquement et de manière innée. On ne naît pas agresseur ou agresseuse, on le devient. Et je dis cela pour dire qu'il y a bel et bien des signes avant-coureurs et que nous avons une responsabilité en tant qu'adultes de les écouter. Et nous avons la responsabilité de nous interroger sur les raisons qui ont fait que nous n'avons pas voulu ou pas pu les écouter. Quant aux adultes agresseurs, il y a des signes avant-coureurs également. Parfois, ce ne sont même pas des signes d'ailleurs, ce sont des panneaux d'autoroute. Quand par exemple, des parents laissent leur enfant continuer à aller dans un lieu dans lequel une personne a déjà commis des actes d'exhibitionnisme, des attouchements, des viols, etc., que ce soit au sein de la famille, à l'école, dans un lieu de pratique sportive ou artistique, ça pose quand même question. Et c'est bien plus fréquent qu'on ne le pense, tous milieux sociaux confondus. Quand des adultes ont des attitudes ambiguës, des comportements inappropriés, des propos déplacés, devant ou envers des enfants, des ados ou des adultes, là encore, la question se pose de savoir s'il faut leur faire confiance. En séance, le travail sur le long terme permet de faire émerger ces signaux. Victimes et entourage se rendent compte qu'il y en avait plein, et que pour de multiples raisons, elles les ont ignorés. Cela fait d'ailleurs partie du travail des victimes d'abus pour se faire confiance, car bien souvent, elles ont l'impression d'être tombées dans un piège sans en avoir vu les ficelles, et sans que personne ne les ait vues non plus. Elles se sentent nulles, idiotes, honteuses, et ont peur, car comment peuvent-elles se faire confiance pour se protéger et éventuellement protéger les autres si elles n'ont pas vu ça? Or justement, réaliser qu'elles ne sentaient pas telle personne, qu'il y avait plein de signes avant-coureurs, c'est aussi réaliser qu'elles avaient perçu un danger, mais que pour plein de raisons, elles ne se sont pas écoutées. Et cela n'enlève rien à la responsabilité de l'agresseur, qui est et reste responsable de ses actes. Réaliser qu'on avait perçu le danger permet deux choses. La première, d'interroger le fait qu'on ne s'est pas écouté, non pas pour se juger, mais pour comprendre toutes les ramifications et les enjeux qui étaient à l'œuvre. Et deuxièmement, cela permet de rétablir une confiance en soi, en ses perceptions, en son intuition.
Le mythe selon lequel personne n'a rien vu venir a plusieurs fonctions que je détaillerai dans l'épisode suivant. Mais je souligne, et vous l'aurez compris pourquoi, d'ores et déjà qu'il est très dangereux. Je vous propose qu'on ponctue là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.